Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Défieurs de jeu. Ce soir, je vous propose de vous présenter un coup de cœur ludique. Il fait encore en ce moment le buzz sur les réseaux sociaux. Moi, je l'attendais depuis longtemps et dès qu'il est sorti, je me suis rué vers Marchand de jeux sur Paris pour vous sortir ma chronique sur The Turing Machine. Voilà. Alors, je vous fais la fiche Wikipédia. The Turing Machine, un jeu du scorpion masqué, de Johan Levé et Fabien Gridel, 14 ans et plus, 20 minutes de partie, 1 à 4 joueurs, excellent en solo, 20 minutes pour vos premières parties, et puis par la suite vous allez peut-être réduire un petit peu, et comme le niveau de difficulté est modulable, plus vous allez augmenter la difficulté, plus le temps de jeu rallongera un petit peu. 14 ans et plus, il n'y a pas de petits éléments à avaler, c'est vraiment pour le niveau de réflexion qu'il va falloir apporter au jeu. Bon, maintenant, pour avoir chroniqué de nombreux jeux pour enfants, je vous assure que 10-12 ans, pour l'avoir testé avec des enfants de 10-12 ans, ça passe très bien au niveau facile. Voilà. Et ils adorent rechercher, déduire et trouver le code. Alors on en vient au pitch. C'est quoi Turing Machine? Alan Turing, informaticien, cryptologue, qui, grâce à sa machine de Turing, a pu décrypter le système de chiffrement allemand Enigma. On s'affranchit un peu du background historique, puis on garde juste les éléments principaux, à savoir que vous allez devoir trouver un code, et pour ça, vous allez avoir une machine que vous allez interroger. C'est pas numérique, vous allez voir, le système est très bien fait, et donc vous allez proposer des codes, et vous allez passer ces codes dans cette machine qui va les regarder au travers de certains critères, et elle vous dira si oui ou non votre code répond aux différents critères. Et en fonction de ça, par déduction successive, vous allez trouver le code. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous êtes vraiment dans le jus de cerveau. Le jus de cerveau pur. D'ailleurs, c'est pour moi un peu tout un pan du monde des jeux solo. Il y a tout un pan des jeux solo qui sont là et qu'on apprécie, je pense, pour l'immersion que ça propose. En étant seul autour de la table, on a envie de se plonger pleinement dans une aventure, dans l'immersion, par la direction artistique, par la cohérence des actions menées, par l'enchaînement, par le rythme qui augmente. Voilà, on a envie d'être dedans. Un deuxième pan des jeux solo, c'est aussi le j'allais dire triturage de méninge. Voilà. Et là, on est purement dedans. Vous allez voir, c'est très épuré, mais on se casse la tête. Est-ce que vous connaissez les jeux? Moi, je pense à un jeu avec des oiseaux, en l'occurrence, où on vous donnait différents critères, et puis il fallait placer les oiseaux dans le bon ordre. Par exemple, vous avez un oiseau bleu, jaune, violet et rose, je sais pas, et on vous dit le bleu doit être situé entre deux oiseaux de même couleur. Le violet ne peut pas avoir le bleu à sa gauche. Le jaune, et voilà, on vous donne une série de critères, et puis avec ces critères-là, vous devez aligner les oiseaux sur la branche dans le bon ordre. Et puis plus on vous propose différents niveaux, et puis la difficulté augmente. Voilà, je pense à ce jeu-là parce que j'ai été bêta-testeur sur ce jeu. Je vous donne pas le nom parce qu'il n'est pas sorti. Bon, peu importe. Eh bien, si vous connaissez ce système-là, oubliez ça. Là, on passe au level largement au-dessus. On passe au level au-dessus avec un peu le même esprit, d'accord? Des critères qui sont appliqués et qu'il va falloir que vous combiniez ensemble pour trouver la bonne solution qui réponde bien à tous les critères. Voilà, j'adore ce jeu, et vous allez voir qu'en solo, il y a un côté très sympathique. Pourquoi? En multi, chacun joue son tour, on va le voir, et puis à la fin d'un tour, on regarde si quelqu'un a trouvé la réponse. D'accord? Si quelqu'un a trouvé la réponse, il vérifie, s'il a trouvé, il a gagné. S'il n'a pas trouvé, les autres continuent à jouer, et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve. Donc le petit challenge, c'est de trouver le code le premier. Bon. En solo, le challenge, c'est de trouver le code, déjà, mais pour rajouter ce petit peps de l'avoir trouvé avec le moins de questionnement possible, eh bien, ils ont rajouté le résultat de la machine. Voilà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir que la machine l'a fait en tant de coups, et si vous l'avez fait en moins de coups, eh bien, vous avez non seulement trouvé le code, mais en plus battu la machine. Donc il y a un double challenge. Voilà.
Avant de vous reparler un petit peu du solo spécifiquement, on va jeter un œil, on va ouvrir la boîte, d'accord? Donc on se retourne vers la table, et puis on regarde ensemble comment on joue. Je vous propose de vous présenter le matériel, d'accord? Et puis le système de jeu qui est très simple, et on va dérouler une partie solo ensemble en mode facile. Allez, on y va. Alors, comment se présente le jeu? Je vous avais dit que c'était sobre. Regardez, la machine, elle est là. Tout simplement, avec les 6 critères éventuels que vous allez appliquer. En parlant de critères, et bien justement, vous avez l'ensemble des cartes critères qui sont là, qu'on détaillera plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Vous avez ensuite ici, eh bien, des cartes vérificateurs. Voilà. Et vous voyez que derrière, eh bien, ce sont un ensemble de croix et de tics qui vont vous dire si eh bien, les propositions que vous faites sont justes ou fausses. Et pour ça, eh bien, vous allez utiliser, comme le faisait Turing, eh bien, des cartes perforées. Voilà, donc vous avez ici un porte-carte perforé. Les chiffres du code vont de 1 à 5, et donc vous avez des cartes perforées qui vous serviront à constituer un code que vous allez proposer et passer au travers des critères. Alors, comment est-ce qu'on met en place? Eh bien, dans la règle du jeu, vous avez de proposer 20 défis. 20 défis numérotés de 1 à 20, avec des défis faciles, avec une étoile, moyen, 2 étoiles, et difficile à 3 étoiles. Vous allez me dire, 20 défis, c'est quand même assez peu. Oui, mais parce que le cœur du jeu, le sel du jeu, il est dans les problèmes en ligne. Vous avez un QR code, vous vous rendez sur le site du coup de turingmachine.info, d'accord, vous avez l'adresse internet là-dessus, et vous avez la possibilité de voir des millions de choix de problèmes que vous gérez par niveau de difficulté, critères que vous voulez, et vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités pour rendre le jeu extrême. Et c'est aussi grâce à cette application en ligne, alors c'est un site web, hein, c'est pas une application, grâce à ce site, où vous allez pouvoir voir si vous battez la machine ou pas, parce que là, vous ne le savez pas, là vous savez juste si oui ou non vous avez trouvé le bon code. Donc, pour les bienfaits de la vidéo, je vais être obligé de spoiler le problème numéro 1. Mais 1 sur des millions, ne vous inquiétez pas. Puis en plus, le premier, je pense que beaucoup l'ont déjà spoilé. Alors, comment est-ce qu'on met en place? Eh bien, vous allez voir ici, ABCD, c'est vos nombres de critères. D'accord. Vous avez ensuite 4, 9, 11, 14. Eh bien, c'est justement les cartes critères qui vont être là, qui sont numérotées aussi, vous voyez ici, carte 1. Et ensuite, ici, dans les rectangles, 447, 646, 566 et 322, eh bien, ce sont vos cartes vérification, hein, qui sont les grosses cartes ici. Et vous voyez que ces grosses cartes, quand on les retourne, eh bien, en fonction de comment on les oriente, eh bien, il y a des chiffres, des nombres verts, jaunes, bleus ou violets, et c'est classé dans l'ordre. Et donc, vous avez juste à récupérer les cartes en question. Alors, comment est-ce qu'on met? Eh bien, vous commencez à mettre les critères. Donc, A, donc je les mets en place tout de suite. Le A, c'est le 4. Voilà la mise en place faite. Voilà, il vous suffit de mettre bien, les numéros des cartes critères en face, des A, B, C, D, et puis ici, les cartes vérification qui correspondent, tout simplement. Ensuite, eh bien, vous avez un carnet de jeu, de feuilles de jeu, qui vont vous permettre eh bien, de proposer des codes et puis de vérifier, et ici eh bien, de noter un petit peu l'état de vos réflexions. Voilà. Oui, je vous avais présenté hein, les cartes perforées, ouais, je les adore. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, à votre tour de jeu, vous allez proposer un code ici. Donc vous voyez que le code il est constitué de 3 chiffres, un triangle bleu, un carré jaune et puis un rond violet. Voilà, d'accord? Avec les centaines, les dizaines, les unités. Bon, vous allez donc proposer un code et ensuite à votre tour de jeu, vous aurez le choix d'interroger 3 critères. Là, vous jouez avec 4 critères. Eh bien, vous pourrez en interroger 3 au maximum à votre tour de jeu avec le code que vous proposez. D'accord? Une fois que vous avez les réponses, vous les noterez ici, un petit tic pour oui, une petite croix pour non. Éventuellement, ici, vous marquerez vos réflexions, qu'est-ce que ça vous a apporté comme réflexion. Et puis là, vous pourrez rayer, je vous ai dit que les chiffres allaient de 1 à 5, éventuellement les chiffres dont vous êtes sûr qu'ils ne sont pas ceux-là. Tout simplement. Une fois que c'est fini, en multi, chacun
se regarde et fait ça si on a trouvé le code, ça si on n'a pas trouvé le code. Et puis si quelqu'un a trouvé, il vérifie, s'il est bon, il a gagné. Si personne n'a trouvé, on repart sur un deuxième tour où vous inscrivez un nouveau code et vous réinterrogez jusqu'à 3 critères. Ça peut être les mêmes, hein. Là d'ailleurs, vous voyez, à 4, forcément, ça sera les mêmes. Et puis on attend la fin du tour et puis jusqu'à ce que quelqu'un trouve le code, tout simplement. Alors, quels sont ces critères justement? Parce que c'est ça le cœur du sujet. Regardez, la carte du critère numéro A est celle-là. Ce vérificateur vérifie la valeur du carré jaune. Ça évite de mettre à chaque fois dizaines, centaines d'unités, c'est quand même compliqué. Donc c'est très visuel. Donc le carré jaune, hein, c'est le chiffre du milieu de votre code secret. Donc vérifie la valeur comparée à 4. Voilà. Soit c'est inférieur à 4, soit c'est égal à 4, soit c'est supérieur à 4. Tout simplement. Donc vous, quand vous allez proposer un nombre, faisons-le tout de suite. Imaginons que nous proposions 132. D'accord? Eh bien, 132, je vais donc constituer mon code. 100. Alors le 3 du milieu. 130 et le 2 ici. 132. Voilà, on les place comme ça, on les superpose. Et vous voyez que il ne reste au final rond, rectangle, triangle qui sont là juste pour voir que c'est bien aligné avec votre carte vérification. Et il ne vous reste qu'un petit carré qui fera apparaître si c'est juste ou si c'est faux. Typiquement, je décide, je vous ai dit qu'on pouvait interroger 3 critères. Je décide d'interroger le critère numéro A, le vérificateur numéro A. Donc, je prends la carte numéro A, je la retourne pour que le rond soit bien aligné avec le rond, le carré avec le carré, le triangle avec le triangle. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître une petite croix rouge. Donc, ça veut dire que le critère numéro A, il est faux. Alors, ça veut dire quoi, il est faux? Ça veut dire que moi, j'ai donné à la machine ce code-là, 132. Elle a vérifié ceci. Donc, mon chiffre jaune, mon carré jaune, du coup, allait où? Eh bien, 3, c'est bien inférieur à 4, on est d'accord. Donc, j'ai proposé d'interroger ça. Est-ce que mon chiffre final est bien inférieur à 4? Et il m'a répondu non. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Déjà, si c'est pas inférieur à 4, ça veut dire que le carré, je l'écris dans le critère A, d'accord, c'est la réflexion que ça me fait, est supérieur ou égal à 4. D'accord? Si ceci est faux, c'est que c'est soit égal à 4, soit supérieur. Bon. Et ici, qu'est-ce que ça me dit? Bah, ça me dit que c'est pas 3, c'est pas 2, c'est pas 1. Bon, déjà, ça m'avance un petit peu. Prenons un deuxième critère, celui-là par exemple, le C. Regardez, celui-là, eh bien, il vérifie la valeur triangle comparée au carré. Quand on compare deux valeurs, soit il y en a une qui est inférieure à l'autre, ou elles sont égales. D'accord? Donc, soit c'est le triangle le plus petit, soit c'est le carré le plus petit, soit les deux sont égales. Imaginons que je décide de passer mon code à ce vérificateur. Donc, je prends ceci, et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de comparer? Triangle et carré. Moi, triangle c'était 1, le carré c'était 3. Donc moi, ce que je propose, le code que je propose dans la machine, c'est triangle est inférieur à carré. Et là, on va voir si c'est juste ou c'est faux. C'est vrai. Parfait. Donc, je sais déjà que le critère numéro C, il est vrai. Donc, c'est-à-dire que en C, je sais que le triangle, il est bien strictement inférieur au carré. Ça tombe bien, parce que regardez, le carré, on sait que c'est 5 ou 4. C'est strictement inférieur. C'est-à-dire que si c'est 5, ça peut être 4, 3, 2, 1. Si c'est 4, le carré, strictement inférieur, ça peut être 3, 2, 1. Une chose est sûre, c'est que c'est pas le 5. D'accord? Voilà. Le reste, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut en déduire. Voilà, c'est tout. Bon, quels sont les autres critères? J'ai un autre critère ici, le critère numéro B, qui me vérifie le nombre de 3 dans le code.
soit il n'y a pas de 3, exemple 2, 2, 2, voilà. Soit il y a un seul 3, 1, 3, 5, quelle que soit sa position, soit il y a 2, 3, 3, 3, 1, mais quelle que soit leur position, d'accord, soit il y a 3, 3. Voilà. Forcément, le code que vous allez proposer, il est là-dedans. Et donc, il va vous dire si, oui ou non, ce que vous proposez est juste. Ce qu'il faut bien comprendre dans le jeu, c'est que on ne vous dit pas si votre chiffre est juste, d'accord? Vous passez pas votre code pour dire est-ce que c'est ce code-là? Vous passez ce code-là à travers le filtre, eh bien, d'un critère, qui est celui-là. Et il vous dit si oui ou non, ça vérifie le critère. Voilà. Donc finalement, que ce soit 1, 3 ou 2, on s'en fout. Ce qu'on donne à la machine, c'est ça. Pas de 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3. Ok? Et vous, après, vous allez en déduire le code. Et il nous reste ce critère-là, qui est quelle couleur a une valeur strictement plus petite que les autres. Strictement plus petite. Déjà, ça veut dire que on sait que la valeur qui est la plus petite des 3, elle est unique. Voilà. Ça ne peut pas être 121, d'accord? Parce que là, la valeur la plus petite serait égale à une autre. Non, là, c'est strictement plus petite. Donc, on sait déjà qu'il y a un chiffre qui est beaucoup plus bas que les autres. Soit c'est le triangle, soit c'est le carré, soit c'est le rond. Alors déjà, avec ça, on peut se douter que c'est pas le carré. D'accord? Pourquoi? Parce que le carré, si c'était le carré le strictement plus petit que les autres, bah, le plus petit possible c'est 4. Hein, le plus petit possible c'est 4. Et donc ça voudrait dire que les deux autres sont supérieurs à 4. Donc le rond peut être égal à 5 éventuellement. Mais en revanche, le triangle, on vient de dire que c'était pas possible. Voilà. Donc on sait déjà que c'est pas le carré qui est le strictement plus petit. Heureusement que c'est pas ce qu'on a proposé. Et donc vous savez quoi? Ben, je vais, comme troisième et dernier critère pour ce code, eh bien, je vais essayer de passer mon code avec ce vérificateur-là. Alors, encore une fois, je répète, on ne vérifie pas que c'est 1, 3, 2, d'accord? On donne notre code à la machine à travers un critère de sélection. Donc ce que la machine avale, d'accord, c'est pas 1, 3, 2, c'est une de ces conditions-là, et elle nous dit si oui ou non son code vérifie ça. Donc typiquement ici, 1, 3, 2, moi c'est le triangle bleu, c'est le bleu qui est strictement inférieur à tous les autres. Voilà. Donc moi je suis en train de lui poser ça comme question. Est-ce que bleu est inférieur à tous les autres? Et regardez ce qu'il y a marqué. Non, bleu n'est pas inférieur à tous les autres. Ok, donc le D, c'est non. Bleu n'est pas inférieur à tous les autres. On avait vu avant que le carré n'était pas inférieur à tous les autres. Et bien vous savez quoi? Au lieu de passer au second tour et de reposer la question, je sais déjà que le rond, critère D, le rond est le plus petit. D'accord, le rond est le plus petit. Bon, déjà, si le rond est le plus petit, on peut supposer que c'est pas 5, forcément. D'accord? Le rond est strictement plus petit. Ça peut pas être le 4 non plus, parce que le 4, c'est la valeur maximale du triangle possible. Donc, c'est pas le 4 non plus. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu... On en est arrivé là. Bon, mais c'est pas suffisant pour trouver le code. Il y a encore trop de possibilités. Pourtant, on a donné nos 3 critères. Donc, là, en multi, tout le monde attend que chacun ait fait ses petites réflexions. Donc, c'est pas une course contre le temps. Oui, j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Ok, bah moi, non, j'ai pas trouvé. Ok, allez, on refait une deuxième passe. Donc, vous rangez vos petites cartes perforées et vous allez proposer un autre code qui est différent du premier, de celui que vous venez de proposer. Ok, vous pouvez pas rester sur le même. Donc, moi, par exemple, il y a un critère que j'ai pas passé, c'est le nombre de 3. Alors, est-ce que ça m'intéresse de savoir combien il y a de 3? Ben, je vais vous dire une bonne chose. Ça m'intéresse pas de savoir combien il y a de 3. En fait, si, ça pourrait m'intéresser, pardon. Mais je peux déjà répondre à la question. Et c'est ce qui va me permettre de bien choisir mon code. Regardez. Soit il y a un 3. D'accord? Ça, c'est possible. C'est possible, et ça pourrait être du coup le
le triangle ou le rond. 2, 3, c'est forcément le triangle et le rond, et c'est pas possible, parce qu'on a vu que le rond était le plus petit, strictement plus petit, donc ça c'est pas possible. 3, 3, bah, c'est pas possible non plus, on a déjà rayé, le carré peut pas être égal à 3. Et pas de 3 du tout, c'est possible aussi, donc il y a deux possibilités, soit il y a pas de 3 du tout, soit il y a un 3. Alors, qu'est-ce qui me permettrait de faire une meilleure sélection, éventuellement? Allez, on va dire pas de 3 du tout. Allez, on va tenter pas de 3 du tout. On va tenter ça. Donc, pas de 3 du tout, on part sur du... Allez, c'est vraiment du pif, hein. 5, 4, 1. Et vous voyez que ça ne répond pas aux critères, mais peu importe. Peu importe, moi ce que je veux, c'est que ça réponde à ce que je veux interroger. En l'occurrence, je veux interroger le critère B, donc là, ce que je veux interroger, c'est pas de 3 du tout. Allons-y. Alors, 5, 4 et 1. Hop, on passe ça sous le critère. Ici, c'est vrai. Ok, donc j'avais deux solutions. Soit il y avait un 3, soit il n'y avait pas de 3. Moi j'ai proposé pas de 3, c'est vrai. Ok, excellent. Donc, le critère numéro B, il est vrai. Et donc, il n'y a pas de 3. Non, ça c'est F. Ah ben, je viens de vous faire un gros pâté. Voilà, mais vous le sens que vous ne l'avez pas vu. Donc, le B, voilà, pas de 3. Donc, pas de 3, ça veut dire crac et crac. Alors, est-ce que là, je suis en mesure déjà de déduire quelque chose? Ce qu'on sait, c'est que le triangle est plus petit que le carré. Bon, bah ça, jusque-là, c'est bon. Parfait. Donc, ça peut être 2 ou 1. Oui. Et que ça, c'est le plus petit. Alors, le rond est le plus petit. Déjà, il y a un truc que j'avais pas fait. Si le rond est le plus petit, bah, ça peut pas être 1 ici. Hein. Le triangle peut pas être 1. Voilà. Alors là, j'ai deux choix possibles pour le triangle. C'est 4 ou 2. 4, c'est possible, strictement inférieur au carré. Si le carré est 5, c'est possible. Si le carré n'est pas 5, et donc que le carré est 4, alors ça veut dire que le triangle est 2, vu que c'est strictement inférieur. Et comme le rond doit être le plus petit possible, ça sera 1. Est-ce que vous voyez mon raisonnement? Ce qui fait que là, j'ai plus qu'un seul critère à interroger, c'est sur le rectangle à nouveau, le carré. On sait que le carré il est supérieur ou égal à 4. Donc 4 ou 5. Mais on ne sait pas. Donc là, maintenant, il va falloir que je l'interroge pour savoir est-ce que mon carré égale 4 ou égale 5? Ça tombe bien, regardez. Je viens de poser la bonne question. D'où le fait, en fait, oui, de préparer un petit peu son code avant. Parce qu'une fois que vous l'avez écrit, c'est celui-là que vous allez utiliser. Et parfois, mince, ça ne va rien m'apporter. Ce que je propose, je connais déjà la réponse. Voilà, là, on ne la connaît pas. Alors, je reviens, pour que ce soit clair pour tout le monde sur le raisonnement. Je suis désolé, je ne vous prends pas pour des idiots. C'est pas toujours évident à savoir. Là, on a dit que le triangle était le plus petit. Pardon, le rond était le plus petit. Il y a deux possibilités. Soit le rond, c'est 2, soit c'est 1. Si c'est 2 et que c'est le plus petit, ça veut dire que le triangle est égal à 4. Comme le triangle est inférieur au carré, ça veut dire que le carré égale 5. Voilà, c'est possible. Ok? Maintenant, c'est aussi possible que le rond soit égal à 1. Donc dans ces cas-là, eh ben, le triangle peut être égal à 2 ou à 4, et le carré à 4 ou à 5. Ça dépend. Ok? Donc, que le rond soit égal à 2 ou à 1, il n'y a rien qui va nous permettre de le discriminer. On sait juste que c'est le plus petit. Il n'y a rien d'autre. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est 4 ou 5 pour le carré. C'est ça, c'est ce critère-là. Voilà, donc on va reposer cette question-là. Donc, avec mon 541, ici, eh bien, je vais interroger à nouveau le critère numéro 1 pour dire, est-ce que le carré égale 4? Oui, le carré égale 4. Formidable. Donc le A, j'ai dit, hop, oui, il égale 4. Donc, si le carré égale 4, il n'est pas égal à 5. Et on remonte maintenant la chaussette, tranquillement.
À savoir que le critère C nous disait le triangle est inférieur au carré. Strictement inférieur. Donc il n'est pas égal. Donc il ne peut pas être égal à 4. Donc strictement inférieur, c'est forcément 2. Parfait. Qu'est-ce que ça nous disait le critère numéro D? Ça nous disait que le rond est strictement plus petit. Donc ça ne peut pas être égal à 2. Donc c'est forcément le 1. Donc à la fin du tour, vous vous arrêtez là. Vous interrogez même pas un autre critère, vous vous arrêtez là. Vous n'êtes pas obligé d'interroger 3. 3 c'est maximum. Et puis à la fin du tour, en multi, eh bien, vous aurez le plaisir de faire « Yeah man, j'ai trouvé !» D'accord? Et si vous êtes le seul à avoir trouvé, eh bien, vous allez regarder la réponse, soit sur la notice, soit sur l'appli. On va voir ça ensemble. Et si vous avez gagné, eh bien, vous avez gagné. Les autres peuvent continuer, bien sûr, si vous êtes discret. Mais c'est vous qui avez remporté le coup. Si à la fin du tour, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont trouvé « Ah, moi aussi, je suis un génie », ok, en combien de coups tu l'as trouvé? Eh bien, moi j'ai trouvé en 2 manches, 1, 2, 3, 4, 5, en 5 tentatives. Voilà, si quelqu'un a joué ces 3 coups, là, il l'a fait en 6 tentatives, eh bien, il a perdu, c'est vous qui gagnez. Si vous êtes à égalité, eh bien, c'est celui qui l'a interrogé en le moins de manches possible. Et enfin, si vous êtes encore à égalité, eh bien, vous partagez la victoire modestement. Voilà un petit peu... voilà un petit peu expliquer les rouages de ce jeu Rotor qui est The Turing Machine. Alors, petit point particulier, là on a mis 4 critères. On peut en mettre 5, on peut en mettre 6, vous voyez, ça va jusqu'à F. Tous les critères sont utiles, il n'y a pas de piège. Tous sont utiles. Il y a un moment donné, alors certains, vous allez peut-être devoir les interroger plusieurs fois, comme moi par exemple pour le critère sur le carré. Mais ils sont tous utiles. Voilà, soyez-en sûr. Alors, nous voilà rendus ici sur le site de turingmachine.info. Alors, vous pouvez choisir votre langue, anglais ou français. Et si vous mettez là, qu'est-ce que vous avez comme option? Eh bien, vous avez ici l'historique des parties. Oh là 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 là, tout ce qu'il a fait, mais il aime trop ce jeu. Ouais, j'aime trop ce jeu. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh bien, vous avez... le rechercher un problème, où vous pouvez ici rentrer le numéro d'ID d'un problème. Ça, c'est très sympa. Vous allez voir sur les réseaux, les gens partagent le numéro du problème et en combien de coups ils l'ont fait. Donc vous rentrez le numéro, chargez, et puis vous pouvez jouer le problème. Le Daily Challenge, c'est le journal... Ah, je me suis repassé en anglais. Attendez, hop. Attendez, je me remets en français. Le défi du jour, voilà. On choisit si on est en compétitif ou en solo coop. Quelle est la différence entre le compétitif et solo coop? Eh bien, en solo coop, vous allez avoir l'option supplémentaire de savoir si la machine a fait mieux que vous. D'accord? Donc, solo coop, par exemple, générer. Et vous avez ici le numéro d'ID en haut, B51A55L, que vous pouvez partager et noter. Et ensuite, ici, eh bien, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est sur 5 critères, avec le numéro des cartes critères, et ici, le numéro des cartes vérificateurs. Vous jouez votre partie avec le matériel classique du jeu, sans vous soucier du téléphone, et une fois que vous avez résolu la partie, eh bien, vous proposez un code, testez un code. Voilà, vous testez un code, et vous testez 4, 5, 3, par exemple. Bon, ça serait vraiment du hasard si c'était ça. Vérifiez, ah, ce n'est pas le bon code, jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Et enfin, jouer. Alors, jouer, ben là, c'est là où vous avez pléthore d'options, compétitif ou solo. Le mode classique, c'est celui que je viens de vous montrer. D'accord? La difficulté, donc c'est là où vous mettez facile, standard ou difficile. Donc, c'est le niveau de déduction qui va s'élever. Et enfin, les vérificateurs, 4, 5 ou 6. Alors, quelle est la différence? Eh bien, plus vous mettez de vérificateurs, plus c'est compliqué. Vous imaginez bien que sur le vérificateur numéro A, ici, inférieur à 4, égal à 4, supérieur à 4, en un vérificateur, vous avez déjà éliminé beaucoup. Si vous mettez plus de vérificateurs, vous pouvez très bien en mettre un qui dise inférieur à 3, inférieur à 5, supérieur à 2, enfin... Des choses qui vont vous demander d'interroger plusieurs fois pour trouver la bonne solution. Voilà, donc plus vous mettez de vérificateurs, plus c'est compliqué. Voilà. Voilà, les modes extrêmes et cauchemardesques, alors là, c'est que vous allez avoir parfois plusieurs vérificateurs, plusieurs critères pour le même vérificateur, mais
qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon et vous ne savez pas lequel c'est. Donc là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On revient à l'écran. Voilà, donc c'était la présentation commentée de Turing Machine. Scorpion Masqué, Johan Levé et Fabien Gridel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense, et vous en doutez bien, que eh bien, c'est pas un jeu qui se prête parfaitement au fait de refaire des vidéos, de parties commentées, en me challengeant, et puis justement, ça vous permettra de refaire les parties vous-même, éventuellement avant de regarder la vidéo. Je vous propose le setup, je vous marque le numéro de la partie. Moi, je la déroule, vous la déroulez de votre côté, et puis ensuite, vous regardez la vidéo, et puis vous voyez si vous êtes meilleur que moi, mais ça m'étonnerait quand même. Hein, voilà, histoire de piquer un peu votre susceptibilité et de vous lancer le challenge. Bon, j'espère que ça vous a plu, et j'ai hâte de vous retrouver pour une vidéo d'une partie plus compliquée. Ciao, ciao, jouez bien!